un podcast Mylan Stone. Dans cet épisode, on va parler de bigorexie, ou quand l'activité physique devient addiction. Et c'est une experte, Marion Borne, spécialisée en psychologie du sport et sportive, qui va répondre à mes questions. Bienvenue dans Queen of the Mountain, je suis Laurie Delostal et ensemble on va écouter des voix de femmes qui vivent le trail pleinement. Des expertes, des passionnées, des athlètes bien sûr qui vont partager avec bienveillance, sans filtre et aussi leur expertise. On va parler ici progression, entraînement, corps, mental, cycle, mais aussi force et liberté. Et puis surtout on va parler de confiance, celle que l'on construit à chaque foulée. Ce podcast vous est présenté par Kailas Fuga, la marque outdoor spécialiste du trail et de la montagne depuis 20 ans. Au-delà de ses équipements haut de gamme, Kailas Fuga fait bouger les lignes. 40% de femmes dans son comité de direction, plus de 60% dans ses équipes et des événements comme la série Wonder Trail qui a permis à des centaines de femmes de découvrir la course en montagne. En apportant également son soutien à des athlètes féminines venues de plus de 10 pays, de l'Espagne au Népal. Kailas Fuga inspire une nouvelle génération de traileuses à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur kailasfuga.com. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marion. Bonjour Laurie. Enchantée de te recevoir pour ce nouvel épisode de Queen of the Mountains. Alors je vais essayer de te présenter. Tu es psychologue, spécialisée en psychologie du sport, notamment à l'Opéra de Paris où tu t'occupes des danseurs et des danseuses du ballet. Tu es professeure de yoga. Tu es sportive également puisque tu pratiques de l'ultra-long. J'ai tout bon ou pas ? Oui, de l'ultra, mais moi plutôt à vélo. Bon, on va parler de bigorexie ce matin ensemble. Est-ce que tu peux évidemment déjà définir ce terme qu'on entend de plus en plus ? Ouais. Alors déjà, merci pour cette invitation, parce que je pense que c'est important de parler de ce mot qu'on entend un petit peu partout, et qui est parfois et souvent mal utilisé ou assez stigmatisant. Mais je trouve ça aussi important de parler de santé mentale et de sport. Voilà, sujet important. Bigorexie, moi j'aurais plutôt envie d'utiliser le terme d'addiction, de dépendance à l'activité physique, plutôt que de bigorexie. Et voilà, quand on parle de dépendance à l'activité physique, effectivement, on va parler d'addiction. Et pourquoi plutôt activité physique que sport ? On parle plutôt, effectivement, activité physique, c'est plus large, ça englobe le sport, mais aussi le fait de bouger. Et ça peut effectivement englober des personnes qui font simplement de l'activité physique pour rester en forme, donc aller à la salle de sport. Ce type de public peut aussi être concerné. On va entrer dans le détail, puisqu'il peut y avoir confusion, mais on est bien d'accord qu'on n'est pas tous bigorexiques. Pour ceux qui ne font pas de sport, ils ont toujours l'impression que tout le monde, tous les pratiquants sont accros au sport. Oui, et moi, ça me semble important déjà de faire la différence entre l'activité physique métier, où effectivement c'est son métier d'en faire. Donc, par exemple, les danseurs ou les danseuses que j'accompagne au quotidien, ils pratiquent je ne sais pas combien d'heures de danse par semaine, mais on ne peut pas dire qu'ils soient forcément bigorexiques. Et les sports loisirs, où effectivement, dans les sports loisirs, on a une activité professionnelle à côté et on le fait en plus. Ce qui est particulier avec les sports d'ultra ou même, par exemple, le triathlon, c'est que ce sont des sports qui demandent beaucoup d'heures d'entraînement. Et donc, de l'extérieur, on peut vite avoir l'impression que c'est une addiction. Alors qu'en fait, pour préparer une course d'ultra-distance, moi, par exemple, à vélo, des personnes m'ont dit « Ah, mais tu es addict !» Non, en fait, je fais juste mon plan d'entraînement. Donc, c'est pour ça que l'ultra et l'ultra-trail, l'ultra-distance, la frontière est vraiment très fine entre est-ce qu'on va parler de dépendance à l'activité, d'une contrainte avec du coup qui va créer des symptômes, ou est-ce que ça reste juste une planification et une gestion de l'entraînement. C'est pour ça qu'il faut qu'on rentre dans le détail aujourd'hui, qu'on soit précis. Les mots sont importants parce que je pense que ça va aussi rassurer certains et certaines qui se disent est-ce que je suis malade parce que c'est une maladie officiellement. C'est un trouble psychologique avec des répercussions physiques. Et d'ailleurs, c'est souvent par ce biais-là que les personnes viennent consulter en psycho, c'est qu'ils sont blessés. Très souvent, c'est la blessure et la consultation avec des professionnels de santé, kinés, médecins. Et je collabore pas mal avec effectivement des cabinets de kinés ou des médecins du sport
pour eux aussi les sensibiliser parce qu'ils ont envie de connaître l'addiction et à quel moment parce que les patients se confient beaucoup chez le kiné quand ils sont blessés, ils vont 1 fois, 2 fois par semaine se faire soigner. Donc j'essaye de former sur le sujet et leur permettre aussi d'orienter plus facilement les patients vers aller consulter potentiellement une personne à qui vous pouvez en parler. Et c'est vrai que l'appellation psychologue du sport fait moins peur que juste psychologue. Et donc les personnes, je trouve, ces dernières années, viennent plus facilement consulter. Mais c'est souvent suite à une blessure, la plupart du temps, ou l'entourage. L'entourage qui dit écoute, l'âge, c'est trop pour moi. Dans le couple, c'est trop difficile, ou par rapport à la famille. Mais rarement les personnes viennent d'elles-mêmes sans qu'il y ait eu d'impact, déjà de répercussions. Donc soit la blessure physique, ça peut être aussi juste de la fatigue chronique, un épuisement. Après, impact sur la vie sociale. Mais souvent aussi, et je pense que c'est un sujet très important, c'est corrélé avec les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire. Et ça va être aussi une alerte par rapport à un potentiel risque d'addiction à l'activité physique. Est-ce qu'on peut parler de critères officiels? Est-ce qu'il y a des cases pour dire ça, c'est de la bigorexie? Alors, il y a des questionnaires et des échelles qui sont validées. Alors, il y a peu d'études, justement. C'est assez, pour l'instant, c'est assez nouveau, mais il y a peu d'études sur le trail, encore moins sur le trail chez les femmes. Donc, ça nécessiterait vraiment beaucoup plus de recherche. Moi, ici, aujourd'hui, je peux vraiment te parler de ma pratique clinique et de ce que j'observe au quotidien. Mais oui, il y a des critères. Déjà, chez les femmes, souvent, les médecins vont regarder effectivement le poids, l'ostéodensité, la qualité des os, l'absence de règles. Souvent, ça va être un critère du coup, qui va alerter les femmes, qu'on retrouve du coup pas chez les hommes. Donc ça, c'est vrai que ce critère-là va souvent être une alerte importante de là, il se passe quelque chose, peut-être que je ne pèse plus assez. Voilà. Ça, c'est les signes d'un surentraînement, les critères que tu viens de donner. Oui, d'un surentraînement ou potentiellement d'un trouble du comportement alimentaire. En tout cas, d'un corps qui s'affaiblit durablement, du coup. Parce que pour arriver à l'absence de règles, c'est déjà quelque chose qui est installé. C'est pas faire attention juste 3 semaines. C'est sur des mois. Et après, souvent, les signes cliniques sont assez fins, en fait, qui peuvent passer un petit peu à la trappe parce que ça va être de la fatigue, de l'irritabilité au quotidien. Et puis aussi des plaintes un petit peu physiques. Mais ça, c'est ce qu'on retrouve aussi dans la population générale et par rapport à la santé mentale. C'est qu'on va beaucoup plus facilement dire « j'ai mal au dos, je suis fatiguée en ce moment », que dire « ah là, je me sens un petit peu déprimée, j'ai moins envie ». Mais la perte d'envie aussi de s'entraîner. Et évidemment, la perte de plaisir. Pour moi, ce qui est très important dans ce continuum un petit peu par rapport à la dépendance, c'est quand l'activité devient une contrainte. On le sait tous, quand on a fait une course avec un plan d'entraînement, il y a des contraintes. En général, on les accepte, plus ou moins avec le sourire. Mais sur une période, finalement. Sur une période. Et un signe important, justement, quand on a un plan d'entraînement, en psychologie, on va appeler ça la rigidité mentale ou la flexibilité mentale. Donc, c'est la capacité à pouvoir s'éloigner du plan qu'on avait prévu. Donc, par exemple, voilà, mon plan, mon coach m'a dit, parce que de plus en plus d'amateurs ont des coachs, et ça aussi, c'est un sujet, parce que finalement, on a de plus en plus d'outils pour s'entraîner comme des athlètes de haut niveau, sans être des athlètes de haut niveau, donc sans avoir le staff avec nous et sans avoir le temps aussi. Mais du coup, un des signes par rapport à la rigidité ou flexibilité mentale, c'est quand on va annuler un événement familial, par exemple, au profit de l'entraînement.
ou à un événement social, quand on va commencer à s'isoler socialement. Ça, c'est un signe qui peut paraître très simple, mais qui est vraiment une alerte. C'est pour ça que souvent, ça va être l'entourage en premier qui va dire à la personne là, c'est peut-être trop. Mais c'est difficile à entendre quand on fait du sport et qu'on est passionné, que c'est trop. Parce qu'effectivement, si on fait de l'ultra, c'est qu'on aime en faire trop. Et souvent, c'est corrélé justement à un trait de personnalité qu'on appelle le perfectionnisme en psychologie, ou aussi ce qu'on appelle les idéaux exigeants. Évidemment, quand on s'inscrit à une course d'ultra, on a des idéaux exigeants. Oui. Donc, pas forcément en termes... et c'est là que c'est intéressant aussi, on n'a pas forcément des objectifs de performance, mais ce qu'on va plutôt différencier comme des objectifs de compétence, donc être capable d'être finisher, par exemple, d'une course. Donc là, on ne va pas forcément être dans une performance chiffrée. Quand ensuite on passe dans les performances chiffrées, là, c'est encore plus à risque de développer une addiction. Parce que c'est vrai qu'avec toute la data qui est disponible maintenant, on peut se comparer soi-même par rapport aux séances précédentes très, très facilement. Et c'est vrai que ça peut être au début un petit peu comme un jeu, et ensuite devenir effectivement plutôt une obsession, une contrainte, et y penser beaucoup. Et ça, c'est vrai que c'est un critère aussi que je dis aussi souvent par rapport aux troubles du comportement alimentaire, quand on commence à tout le temps y penser, quand ça occupe tout le temps les pensées, et qu'on a du mal à penser à autre chose, et que toute la journée est organisée autour de l'activité physique et de l'entraînement. Et là aussi, la limite est ténue parce que, évidemment, par exemple, le triathlon, j'en ai fait quelques années. Les jours où je devais m'entraîner 2 fois par jour, ça tournait autour de l'entraînement. Mais c'était pas tous les jours, c'était pas toutes les semaines, c'était des périodes. Et puis surtout, être capable d'annuler une séance, en fait, si on a plutôt besoin de se reposer. Et normalement, si on est bien accompagné, on apprend que le repos fait partie de l'entraînement, que faire une autre activité, ça c'est un signe, et c'est quelque chose que je conseille beaucoup aux personnes qui viennent me voir, c'est de pouvoir varier les activités et être capable de faire une activité différente. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un ou d'une bigorexique quand il doit annuler une séance? C'est source d'angoisse? Enfin, c'est juste pas possible dans sa tête? En fait, ça va créer beaucoup d'anxiété et de tension intérieure. Et justement, dans le trait de personnalité idéo-exigeant, il y a cette question des règles rigides et de la rigidité et de la culpabilité. Donc souvent, c'est pour ça que c'est vraiment les personnes qui sont atteintes de bigorexie souffrent beaucoup, parce que la culpabilité est très présente. Et souvent aussi, une estime de soi affaiblie, parce que c'est jamais assez bien. Et il y a une psychologue qui en parle très bien dans un article. Elle disait c'est un petit peu comme remplir un verre, mais en fait, qui est fissuré. Ce ne sera jamais assez. Et ce qui me semble important de dire par rapport à l'addiction et au mécanisme de l'addiction, c'est on pratique du sport sainement quand c'est effectivement pour prendre du plaisir, partager, se dépasser. Effectivement, le dépassement de soi, ça ne veut pas forcément dire addiction. Mais aussi, et ça nous arrive à tous, quand on est tendu par rapport au travail ou par rapport à la vie familiale. Parce que ça peut être un échappatoire aussi par rapport à la vie familiale, tout simplement. Mais quand l'activité permet vraiment de réguler ses émotions, de réguler son anxiété, de réguler sa tension intérieure, là, c'est un critère, effectivement, déjà où on peut se poser la question, ok, est-ce que j'ai d'autres moyens de réguler mes émotions? Et souvent, en séance, on va passer par ce travail de mise en mots, de verbalisation. Et souvent, je vais proposer un travail déjà de reconnaissance des émotions. Ok, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Et souvent, la réponse, ça va être tout de suite l'activité physique, parce qu'effectivement, elle va faire du bien immédiatement. C'est vraiment un anxiolytique naturel. Mais du coup, on va plutôt se questionner en séance sur comment je peux mettre des mots sur cette émotion-là et y répondre autrement que par l'action, faire du sport. Tu parlais de mécanisme de l'addiction. C'est progressif, ça commence
comment en général et c'est quoi? C'est un mécanisme qui sur plusieurs mois sur... Ça peut. Alors maintenant, c'est vrai qu'avec les courses qui sont de plus en plus médiatisées et présentes sur les réseaux sociaux, je peux observer effectivement que s'inscrire à des courses peut donner envie de rendre sa pratique un petit peu plus sérieuse. Les coachs aussi se multiplient. Ça devient de plus en plus normal d'avoir un coach avec un plan d'entraînement qui va avoir accès en même temps à nos datas, à nos heures de sommeil. Souvent, je vois des personnes qui vont aussi voir un nutritionniste pour avoir un plan alimentaire. Tout ça est très bien, effectivement, pour faire une activité comme l'ultra-trail et pour la faire en bonne santé et atteindre un certain niveau de performance. Parce que quand on voit les distances qui sont proposées, qui sont faites par des personnes qui le font en loisir, il faut être entraîné. Mais quand ça prend toute la place au quotidien et qu'il n'y a plus de place effectivement pour d'autres loisirs, c'est ce qui différencie justement le loisir d'un métier, c'est que le loisir, on le pratique pour s'échapper un petit peu, pour prendre du plaisir et normalement sans contrainte de performance. Et c'est vrai que je voulais aussi qu'on parle de cette question de la performance et aussi dégager un petit peu. Là, on parle beaucoup de l'individu et de la personne et j'aurais envie de remettre aussi le sujet dans une question de société plus large où la performance est valorisée dans tous les domaines. Donc, que ce soit le travail, pourquoi pas, c'est important de bien faire son travail, mais aussi la gestion de sa vie de famille, la gestion de sa vie de femme. Autour de la femme, je pense qu'il y a beaucoup d'injonctions. Et puis, dans l'activité physique et dans le sport, le trail peut justement être une magnifique occasion de se reconnecter davantage aux sensations, puisque c'est dans la nature. Et que ça fait vraiment partie intégrante de l'activité. Donc, le trail, on peut vraiment continuer sa pratique et se rediriger vers une pratique plus connectée à la nature et plus dans la conscience de soi. Et c'est souvent vers des exercices de pleine conscience que je vais pouvoir orienter les personnes. Mais c'est vrai que le trail... on peut se décentrer de soi, contempler. Il y a d'autres aspects, contrairement à d'autres disciplines sportives, où effectivement on va rester purement sur la performance. Et je voulais aussi parler de passion. Parce qu'effectivement, la passion, c'est perçu, et d'ailleurs le sport est perçu très positivement et par la société. Donc l'addiction au sport, c'est quelque chose qui paraît un petit peu paradoxal. Mais en psychologie, on peut différencier la passion qu'on va appeler obsessive de la passion harmonieuse. Et une chose qui me semble intéressante, dans la passion harmonieuse, on peut se définir soit son identité en dehors uniquement de juste son activité. Alors que dans la passion obsessive, c'est dans la définition, en tout cas scientifique, qui en est donnée, on va se définir identitairement par son activité. Alors, se définir auprès des autres, mais surtout auprès de soi. Et donc, on va avoir un besoin de reconnaissance, d'approbation de soi. Et toute l'estime de soi va être fondée sur la réussite ou pas dans l'activité. Cette passion obsessive, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, elle peut mener certains, toi tu l'as vu, jusqu'à se couper de leurs proches, ne pas partir en vacances avec ses enfants. Oui. Oui, arrêter son travail. Et ça peut aller jusque-là, déménager plus proche de la montagne. Après, ça peut être dans un projet de vie aussi. Mais en psychologie, c'est vrai qu'on va plutôt chercher l'équilibre dans tout. Donc effectivement, quand des choix extrêmes vont être faits rapidement, par exemple. Mais là encore, pour certaines personnes, ça va être des choix de vie. On a
poser le mot addiction. C'est comme une drogue. Enfin, en tant que psychologue, tu mets ça dans le même On parle- registre. Oui, on parle d'addiction. On peut avoir des addictions comportementales. Donc là, c'est le cas, puisqu'on on a une dépendance à l'activité physique, c'est un comportement. Souvent, on connaît l'addiction à des substances, que ce soit l'alcool ou des substances illicites. L'alimentation, les troubles du comportement alimentaire, c'est une addiction aussi, mais là aussi plutôt comportementale, qui est très difficile et insidieuse. Et pour moi, ça me paraît important aussi d'essayer de déculpabiliser par rapport à ça. L'alimentation, c'est une chose à laquelle on est confronté 2-3 fois par jour, tous les jours. Et c'est quelque chose qu'on peut contrôler très facilement. Et effectivement, le sport, on peut retrouver ça aussi, surtout avec cet aspect très positif maintenant du sport. C'est perçu très positivement, c'est très valorisant de faire du sport. Donc, la frontière entre la motivation intrinsèque, donc j'ai envie de pratiquer l'activité, et la motivation qui viendra de l'extérieur comme une forme de pression et de pression sociale, la frontière est vraiment très fine. Donc pour moi, c'est voilà, au cas par cas et vraiment des questions personnelles à se poser sur pourquoi on le fait, comment on le fait, et si effectivement ça crée une sensation de perte de liberté. Comment on en arrive là? Est-ce que c'est parce qu'on a une fragilité qui vient trouver un terrain dans le sport ou on devient fragile en pratiquant? Alors, comment je vais répondre à ta question? Ce qui est intéressant et ce qui me semble important de comprendre, c'est qu'une addiction, pour la personne qui a une addiction, c'est une solution. Et Ok. c'est pour ça que c'est très dur de s'en défaire. Mm. Voilà. Une solution à, quand je parlais de régulation émotionnelle ou régulation de l'anxiété ou des tensions internes, ou besoin de s'évader aussi de son quotidien ou de sa vie au quotidien. L'addiction est une solution à ça. Donc ça va être très difficile de se rendre compte à quel moment ça devient un problème. Et donc, j'ai perdu ta question. Non, c'est comment on en arrive là. Enfin, Ouais. Et peut-être, est-ce qu'il y a des profils types? Enfin, est-ce que les gens qui sont bigorexiques ont des points communs? Je sais pas. Alors, est-ce qu'on va être plutôt fragile ou pas? Je te parlais de perfectionnisme. Donc ça, c'est un trait de personnalité. Mm. Donc, c'est quelque chose qu'on va souvent retrouver, perfectionnisme, idéo exigeant. Mais aussi, voilà, une difficulté à parler, à partager ses émotions. On va plutôt se recroqueviller. Je vois beaucoup d'hommes en consultation, des femmes aussi, mais c'est vrai que pour les hommes, il y a encore cette dimension-là de régulation émotionnelle qui va être assez forte. Mais oui, vraiment la régulation émotionnelle, c'est vraiment une des choses les plus importantes qui peut effectivement mener à l'addiction à l'activité physique. Tu parlais du fait que tu recevais beaucoup d'hommes en consultation. Est-ce que c'est un phénomène qui touche plus les femmes, plus les hommes, pareil? Les études, justement, actuellement, sont pas du tout catégoriques sur le sujet. Mais justement, il y a un vrai manque d'études sur le trail. Et le trail encore plus chez les femmes. Donc ça commence à venir. Mais non, on ne peut pas dire qu'il y en a plus chez l'un ou l'autre genre. Il y en a plus chez les pratiquants, par exemple, de disciplines d'endurance, d'ultra-endurance, forcément? Oui, ça, c'est un Pourquoi? facteur de risque. C'est un facteur de risque parce que, tout simplement, le volume d'entraînement est important, forcément. Donc, je te parlais de l'exemple du triathlon. Mais effectivement, le triathlon, la course à pied, le trail, forcément, le volume d'entraînement est important. Et si on a une vie à côté, déjà un travail, si on travaille à temps plein, on dort, une vie sociale, il reste peu d'heures de libre. Effectivement, souvent, toutes ces heures-là vont être consacrées à l'entraînement et ne plus avoir d'autres petites activités à côté juste pour se détendre. Et est-ce que c'est un phénomène qui touche de plus en plus de gens ou est-ce que c'est juste qu'on en parle plus? Alors,
Je pense que c'est un petit peu les deux. On en parle plus, mais aussi parce qu'on parle plus de santé mentale en général. Mais je pense, en tout cas, j'observe qu'avec les réseaux sociaux, les applications, les montres connectées, mais voilà, surtout les réseaux sociaux, et puis cet aspect défi. Il y a de plus en plus de défis sportifs qui sont proposés, et c'est très valorisé voilà, de faire telle course ou telle autre course, qui sont d'ailleurs souvent vendues par des marques et extrêmement chères. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais où la question voilà, du défi et de la valorisation sociale va être en jeu. Et justement, le besoin de reconnaissance peut pousser à aller vers ce type de défi. Et donc, ça peut être intéressant, puisque on peut effectivement prendre confiance en soi par le sport. Il y a voilà, plein d'influenceuses justement qui en parlent de ça très bien, et notamment dans un épisode précédent où le sport peut donner confiance en soi et voilà, améliorer l'image de soi, l'estime de soi, se sentir compétente dans quelque chose voilà, où on ne l'était pas forcément avant. Donc ça va être très positif. Mais effectivement, quand le besoin de reconnaissance va être que par la discipline sportive, là, ça va effectivement être un facteur de risque. Et avec l'ampleur de tous ces défis quand même assez hors normes, de plus en plus, qui paraissent très accessibles, il semblerait qu'il n'y ait jamais eu autant de taux d'abandon voilà, à des marathons, à d'autres courses. Et ça s'explique effectivement par le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui s'engagent, qui prennent des dossards sans être préparées ou pas assez préparées. Parce que c'est de plus en plus accessible, ce que je vais appeler grand public, et souvent des personnes qui vont minimiser la préparation et l'entraînement qui est nécessaire derrière. Ou à l'inverse, se mettre beaucoup de pression par rapport à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Avec oui, des gens qui paraissent parfaits ou parfaites, qui s'entraînent énormément. Oui, et qui font des courses un petit peu mythiques. Ça devient de plus en plus commun de dire, voilà, je vais faire ce trail, dans 1 an, je vais faire ce trail. Je pense qu'il faut rester assez humble par rapport aux objectifs qu'on se donne, sportifs, et notamment dans l'ultra. Et toutes les personnes qui font de l'ultra le diront, les courses ne se passent jamais comme c'était prévu. Et il y a quelques années, il y avait une étude sur le marathon de Boston, il me semble, où il faisait un temps absolument affreux, énormément de pluie, et il y a un taux d'abandon très important chez les hommes. Et beaucoup de femmes avaient terminé. Et ça peut s'expliquer notamment par le fait que les femmes vont plutôt avoir tendance à aller jusqu'au bout, même si la performance de compétition ou chronométrique n'est pas là. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le trail. Elles ne vont pas abandonner si elles n'ont pas fait le temps qui était prévu, alors qu'on observe que les hommes ont plus tendance à être focalisés sur une performance de temps. Si on revient encore sur on a parlé de la pression des réseaux sociaux. Je voudrais qu'on insiste sur le rôle des nombreuses applis de coaching, de monitoring. Bon, on peut s'évaluer en continu. Ça participe forcément à ça. En quoi ? En fait, ça rend objectivable quelque chose qu'on ressent et qu'on fait. Donc, et ça, c'est aussi un exercice très simple que je propose en consultation, c'est aller courir sans montre. Quoi ? C'est pas possible. Du coup, ce sera pas sur l'application et on verra pas que... Ouais. Donc, il y a ce côté, on verra pas, donc social, ça mais tourner juste vers les autres aussi. Mais du coup, ça veut dire que c'est un entraînement perdu. Donc, souvent, ça peut faire peur quand je dis, mais faites un entraînement sans montre, un entraînement qui sera pas enregistré quelque part. Donc déjà, il y a cet aspect-là, et cet aspect aussi de s'entraîner aux sensations et de revenir à le souffle, le contact pour la course à pied, le contact avec le sol, sa posture, le fait de trouver du relâchement. Et dans le trail, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va en général avoir beaucoup plus conscience du terrain, puisque le terrain va être accidenté. Donc on va être plus connecté à son environnement que par exemple dans la course à pied classique. Donc j'ai envie de dire que le risque est déjà un
un petit peu plus faible dans le trail que dans la course à pied classique, parce que nécessairement, on est dans la nature, et la nature invite plutôt à la contemplation et aussi à faire attention. Donc déjà, ça permet en général de se dissocier de la performance purement sur sa montre. Mais effectivement, pour moi, c'est un facteur qui rend le phénomène plus présent et surtout la frontière effectivement plus facilement franchissable du plaisir vers une activité qui est objectivée avec des chiffres. Et si on a des chiffres, on peut faire des comparaisons, des stats. Notre montre, d'ailleurs, nous commence à nous le dire. Et tu vois, je n'ai pas de montre connectée. Et ça fait des années que je ne m'entraîne plus avec une montre. Et même pour le rythme cardiaque, j'ai plutôt eu envie de rester, apprendre à moi ressentir quand est-ce que c'est la limite. Mais pouvoir se détacher des chiffres, je dis pas que c'est mal de courir avec une montre connectée, mais c'est de pouvoir s'en détacher. Là encore, c'est cette question de rigidité ou flexibilité. Donc à la fois, toutes ces technologies et ces nouvelles propositions peuvent être intéressantes, mais c'est toujours l'usage qu'on va en faire qui va être déterminant. Et si vous êtes en train de nous écouter en courant, mettez votre montre dans votre poche et tentez. Justement, je ne veux pas non plus faire de généralité, surtout pas. Je pense que c'est un sujet, de toute façon, comme tous les sujets de santé mentale, on peut avoir beaucoup de mal à en parler par honte, tout simplement. L'addiction, même si c'est une addiction qui va être plutôt perçue positivement, dire je suis addict à l'activité physique, on va le dire plus facilement que je suis alcoolique. Donc cet aspect-là aussi va rendre le fait d'en parler, le banaliser un petit peu, alors qu'en fait il y a une vraie souffrance derrière. Et quand il y a une vraie souffrance, souvent il y a beaucoup de honte et de culpabilité. Et ce qui est difficile, c'est que dans le phénomène de l'addiction, c'est un cercle vicieux dans lequel on est enfermé. Donc si on n'en parle pas, ça va être très difficile de pouvoir se soigner tout simplement et aller mieux. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse effectivement retenir que c'est une question effectivement de se connaître et de rapport à soi, et des choses qui sont très fragiles comme l'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi, l'image de son corps, le rapport à son corps aussi qui vieillit dans le temps. Et il y a déjà tellement d'injonctions sur les réseaux sociaux, mais dans la société en général, autour du rapport au corps des femmes, que vraiment c'est des sujets à aborder avec précaution. Justement, je voudrais qu'on insiste là-dessus. Oui, ça reste un peu tabou de dire que le sport, ça peut faire du mal. Oui. C'est contre-intuitif par rapport à l'imaginaire collectif. Oui. Parce qu'effectivement, on va dire, et c'est vrai, le sport peut être un antidépresseur naturel, mais là encore, quand on dit ça, on n'a rien dit, parce qu'il y a des dépressions qui nécessitent un accompagnement par un médecin psychiatre, par un psychologue, parfois en passant par des médicaments. Et là aussi, quand il y a beaucoup de phrases comme ça, effectivement que le sport c'est bon pour la santé, je me souviens d'un ostéopathe qui m'avait dit non, le sport c'est plutôt mauvais pour la santé, on surutilise le corps. Mais là aussi c'était une façon un peu provocante de dire les choses, mais c'est vrai que les pratiques d'ultra, c'est quand même une surutilisation du corps. Donc souvent, je vais poser la question aussi, que faites-vous pour récupérer ? Et là, si la personne me regarde avec des yeux, comment ça récupérer ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous avez d'autres pratiques ? Est-ce que vous allez nager de temps en temps ? Est-ce que vous faites un petit peu de yoga ? Est-ce que vous prenez le temps aussi de faire des pauses dans la planification ? Est-ce que vous prenez soin de vous en vous massant ? Donc toutes ces pratiques-là aussi sont très importantes.
Moi, je connais bien le milieu du sport de haut niveau. On dit toujours que le sport de haut niveau, ça fait pas de beaux vieux. Ça fait plutôt des vieux tout cassés. Mais justement, ça m'emmène à une transition vers. Tu as travaillé avec l'INSEP, tu travailles avec les danseurs et les danseuses du ballet de l'Opéra de Paris. C'est des phénomènes d'addiction au sport qu'on trouve aussi chez les sportifs de haut niveau. Mais j'imagine que c'est difficile à. Ouais, Comment on fait la va en parler différence? autrement parce que c'est vrai que l'addiction à l'activité physique, chez les athlètes ou chez les danseurs, par exemple, on va plutôt voir d'autres troubles comme les troubles du comportement alimentaire Mm. qui sont très fréquents chez les athlètes et dans certains sports spécifiquement, dans la danse aussi. Pourquoi ? Parce que ce sont des disciplines avec des critères esthétiques. Mm. Et où effectivement le poids va être un enjeu aussi. Mais on peut le voir aussi dans les sports d'endurance. Cet été, il y avait toute une polémique autour du Tour de France féminin. De Pauline et- Ferrand-Prévot. Tout à fait. Et du poids trop faible. Et c'est vrai que maintenant, dans les sports d'endurance, on voit de plus en plus de personnes extrêmement fines. Donc il y a des sports à risque pour développer effectivement des troubles de l'image de soi. Donc on parle de dysmorphophobie ou alors les troubles du comportement alimentaire ou de l'anxiété ou effectivement d'autres addictions, mais pas forcément une addiction à l'activité physique. Après, ce qui va être très important chez les athlètes, chez les jeunes athlètes, c'est leur encadrement et d'essayer de faire de la prévention. Et de pouvoir repérer justement un des premiers signes, et c'est souvent ce que je vais expliquer aux entraîneurs ou à des professeurs, c'est quand la personne n'a plus envie ou n'est plus motivée ou commence à être fatiguée, se plaint de fatigue. Souvent les sportifs, les danseurs ne sont pas du tout fainéants, donc s'ils se plaignent de fatigue, c'est qu'il y a autre chose à aller voir. Donc quand on commence à plus avoir envie, ou comme je le disais, l'irritabilité aussi. C'est pas juste quelqu'un qui est pénible. L'irritabilité, c'est un signe psychologique qu'on a plus de mal à encaisser les choses au quotidien. L'encadrement de ces sportifs Oui. de haut niveau, il est formé à ça. Alors, dans le sport de haut niveau, c'est vrai que la psychologie du sport existe depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Elle se démocratise de plus en plus. On l'a encore vu aux derniers Jeux Olympiques. Et c'est très bien. Dans la danse, par exemple, c'est beaucoup plus récent. Moi, c'est que ma 5e saison avec le ballet. Donc, c'est des cultures aussi différentes. La culture du sport et la culture de la danse, ce sont vraiment des façons d'aborder l'activité physique différentes. La danse, ça reste avant tout une activité artistique avant d'être une activité sportive. Mais effectivement, les personnes sont de plus en plus formées. L'encadrement est de plus en plus formé. J'ai envie de dire pas assez, parce que on peut toujours faire plus de prévention, plus de formation. Mais surtout, je pense qu'on en parle de plus en plus. Tu me demandais avant si c'est quelque chose qui était nouveau ou c'est juste qu'on en parle plus. On en parle plus et on permet... Il y a cette grande mode aussi, on parle de libération de la parole. Très bien. Que fait-on de la parole qui est libérée ensuite ? Et c'est là qu'il faut être capable ensuite d'accompagner et de mettre en place des accompagnements. Je me dis que la danse, le sport de niveau, il y a quand même toujours cette idée à déconstruire il faut souffrir pour performer, parce que j'imagine que ça, c'est une légende qui peut amener à une addiction au sport aussi. Alors c'est vrai que le rapport à la douleur, il est particulier dans le cadre de l'addiction à l'activité physique, parce qu'on va développer un rapport à la douleur qui va être différent. Et certains en parlent très bien dans des articles, justement que la douleur va être comme une façon de payer une certaine dette ou de se punir, et ensuite d'être plus méritant. Donc là, on va rentrer vraiment plus dans de la psycho et dans l'histoire de la personne. Mais la douleur, parfois et souvent, elle est recherchée dans l'activité physique. La douleur ou alors effectivement l'épuisement intense. Ce dont je voulais parler aussi, c'est que
On l'a tous vécu, l'activité physique à un certain niveau va nous mettre dans un état particulier, un état un peu second, ce qu'on va aussi appeler un état modifié de conscience. Et c'est quelque chose qu'on va avoir envie de retrouver et de revivre, qu'on peut trouver dans d'autres addictions. Mais effectivement, cet état un petit peu de flottement, on va parler aussi d'état de flow, mais ça c'est autre chose. C'est un état où on va être à un niveau de performance assez élevé, où on va complètement s'oublier, être connecté à l'environnement et ressentir un bonheur intense. Mais voilà, déjà juste l'état modifié de conscience, c'est quelque chose qui va pousser à refaire des choses extrêmes. Parce qu'il faut aller effectivement dans des entraînements assez longs pour atteindre ces états-là. Et justement, c'est quoi les risques à moyen et à long terme de l'addiction Alors, les risques déjà physique. physiques, et on le voit, j'ai beaucoup de collègues qui sont kinés, ostéos, médecins du sport, et qui me disent qu'après certaines courses très prisées parisiennes, vont voir une augmentation de la fréquentation dans les cabinets. Donc déjà, le risque, il est physique, d'abîmer le corps. Mais voilà, je parlais aussi de risque social, c'est-à-dire s'isoler. J'ai déjà vu des couples se séparer pour ça, où les enfants alertaient, dire mais là, pourquoi tu vas t'entraîner? Tu veux pas rester plutôt avec nous? Donc ça doit alerter. Et puis après, les risques psychologiques, ça va être... donc je parlais beaucoup des troubles du comportement alimentaire, mais aussi la dépression, des troubles anxio-dépressifs. Oui, majoritairement. Il faut faire quoi quand ça arrive? On doit consulter qui? Alors, évidemment, je vais te répondre, essayer d'aller voir un psychologue. Psychologue du sport. Psychologue ou psychologue du sport. On entend aussi de plus en plus parler de préparation mentale et de coach mental. C'est une pratique différente et qui peut être intéressante, mais là, on va être plutôt du côté non pathologie. Donc, il faut faire attention, quand on commence à ressentir un mal-être, à plutôt se tourner vers un professionnel de santé de type, effectivement, psychologue. Mais déjà, j'ai envie de dire, la première étape, ce serait de pouvoir en parler à quelqu'un de son entourage. Si on est l'entourage en question, effectivement, d'inviter la personne à dire, mais est-ce que tu pourrais aller en parler à quelqu'un qui connaît le sport, à quelqu'un qui pourrait peut-être t'aider à faire un diagnostic. Je pensais à l'année dernière où une personne est venue me dire on m'a dit que j'étais bigorexique, dites-moi si je suis bigorexique. Donc, il est vraiment venu avec cette question-là du diagnostic. Après 2 séances, je lui disais, moi, je pense que vous avez une pratique plutôt... un rapport à votre pratique plutôt sain. Et c'est plutôt une question de communication avec votre entourage et de relationnel. Donc ça va plutôt être à ce niveau-là que ça va se jouer. Mais oui, effectivement, de consulter. Comme je disais, psychologue du sport, souvent ça effraie moins que psychologue. Et là, en l'occurrence, je conseillerais quand même d'aller plutôt voir un psychologue du sport qui connaît les enjeux du sport. Parce qu'un psychologue... pas spécialisé dans le sport, va peut-être, peut rapidement dire, si vous entraînez 6, 7, 10 heures par semaine, dire « Ah oui, là, il y a une addiction ». Alors qu'en fait, pour l'ultra, s'entraîner 10 heures par semaine, ça peut être tout à fait habituel. Donc, plutôt quelqu'un qui connaît le sport. Tu t'en as parlé, mais effectivement, si on voit un proche présenter des signes, on sait que c'est pas... Souvent, en lui disant va voir quelqu'un, qui va aller voir quelqu'un. Ça peut être compliqué. Ça va être plutôt d'éviter justement frontalement de dire ah mais toi t'as un problème, t'es addict, parce que souvent ça va être assez frontal et justement avec ce mot ah mais t'es bigorexique, ce mot qui pour moi est un petit peu trop utilisé. C'est pour ça que je préfère parler, en tout cas en psychologie, en médecine, on parle de dépendance à l'activité physique. Donc éviter effectivement d'en parler frontalement et puis d'éveiller tout ce stéréotype de l'addiction, mais plutôt dire inviter la personne à parler en fait de son ressenti, de ce que
de ce que ça lui fait vivre au quotidien. Et petit à petit, ça peut être aussi de dire, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir besoin d'en parler à une personne extérieure. Parfois, ça peut être déjà orienté vers son médecin. Mais là, voilà, tout dépend aussi des personnalités, des médecins. Mais ça peut déjà être une première étape. Souvent, le médecin va proposer de faire un bilan déjà physique, sanguin. Donc, ça peut être une première étape pour prendre conscience. Parce que le mécanisme psychologique qui s'appelle le déni, souvent aussi, c'est un mot qu'on va utiliser, mais t'es dans le déni. Mais le déni, c'est vraiment un mécanisme de défense qui permet de se protéger effectivement soi-même contre la prise de conscience que ah oui, là j'ai un rapport problématique avec l'activité physique. Parce que quand on s'en rend compte, ça fait souffrir en fait aussi. Donc c'est pour ça que je disais on va parler de santé mentale en parlant de bigorexie. C'est une vraie souffrance psychologique pour la personne qui le vit. Comment réagit la personne quand on lui dit si là vous êtes malade, il y a un vrai problème? Alors, déjà, on va éviter de dire vous êtes malade, il y a un problème. Je ne suis pas psychologue, on l'a bien compris. On va vraiment, en tout cas, moi, c'est mon approche, une prise de conscience progressive. Parce que si ça vient de l'extérieur, souvent le mécanisme du déni va venir pour se protéger. Non, c'est pas possible. Et je vais reprendre le contrôle. Et effectivement, cette question du contrôle, le contrôle est de plus en plus valorisé. En fait, on contrôle un petit peu tout au quotidien. Et c'est valorisé chez les femmes aussi, notamment d'être extrêmement organisée et de pouvoir être sur tous les fronts. Donc, je vais plutôt amener à une prise de conscience et à créer ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Au fil des séances, effectivement, la personne va être capable d'entendre plus facilement que là, effectivement, peut-être qu'il y a un rapport... j'ai pas envie de dire pas sain, mais une perte, effectivement, de liberté par rapport à l'activité. Donc, je vais plutôt employer ces termes-là. Et comme je disais, l'addiction, quand on la vit, c'est pas du tout une problématique, c'est une solution. C'est une solution qu'on a trouvée pour continuer à vivre avec la vie qu'on a, avec les difficultés qu'on a, les tensions qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent à l'activité physique ou au sport après une dépression, après une maladie. Donc le sport peut vraiment aussi être un remède. Donc c'est pour ça que c'est vraiment des discussions, et plus on va en parler et plus ça va être bénéfique effectivement pour les personnes qui ont une dépendance à l'activité physique. Ça se soigne bien? Comment ça se soigne? Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais... J'ai envie de dire ça s'accompagne. Ça s'accompagne. C'est les personnes que j'accompagne, parce que pour parler de ma pratique à moi, souvent ça va être un processus plus long que prévu. Mais là encore, tout va être dans l'alliance thérapeutique. Les personnes vont venir consulter pour cette question-là, mais derrière, il y a d'autres questions, effectivement, parfois des traumatismes, ou un rapport à soi, un rapport au corps. Et quand c'est corrélé avec des troubles du comportement alimentaire, effectivement, on va aussi aller sur ce sujet-là, du contrôle, en fait. Donc, souvent, derrière un accompagnement à la dépendance à l'activité physique, il va y avoir un accompagnement plus général, psychologique. Et c'est une bonne... moi, j'ai envie de proposer aussi de le voir comme ça. C'est une bonne occasion de faire un travail sur soi, de mieux se connaître, de passer une période de vie qui peut être plus difficile. Mais je suis plutôt optimiste sur le fait, et je le vois, qu'on peut tout à fait aller mieux, reprendre une activité, se soigner de ses blessures. Parce qu'un risque aussi, c'est les blessures chroniques. C'est souvent aussi pour ça que les personnes viennent. Elles ont déjà essayé d'arrêter, et puis elles continuent quand même à pratiquer, même sur des blessures. Ça, c'est un signe très important. Et on le voit, c'est continuer la pratique, même quand on est blessé, ou même quand on a mal. Donc là, c'est déjà un signe assez important.
On dit qu'on est alcoolique à vie. Est-ce qu'on est bigorexique? On peut l'être aussi. Faut rester toujours très vigilant, je veux dire. Disons que on va avoir une vulnérabilité. C'est Mhm. plutôt de vulnérabilité que j'ai envie de parler à toutes les pratiques. Effectivement, on peut contrôler. Mais finalement, j'ai envie de dire qu'on a tous, toutes et tous cette vulnérabilité à potentiellement un jour développer une dépendance à quelque chose. Mais effectivement, on va être après plus vulnérable. Donc, il va s'agir de faire plus attention à avoir voilà, un équilibre de vie. Euh, Effectivement, quand on s'entraîne pour une course ultra, il y a forcément un déséquilibre de vie. On va passer beaucoup d'heures à s'entraîner. Maintenant, il y a une différence entre faire quelques courses ou multiplier les courses et ne faire que ça. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Mais... Si. Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux pour accompagner ceux qui sont addicts au sport? On a parlé d'en parler déjà, c'est ce qu'on fait Ouais. aujourd'hui, de former, de quoi, Comme de dit, sensibiliser. d'en parler, de déstigmatiser aussi la question de l'addiction et de la bigorexie. Mais surtout, oui, vraiment d'en parler. Et souvent, c'est ce qu'on voit dans les études en psychologie, mais quand des personnalités célèbres commencent à en parler, ou du coup des influenceurs, on va plus facilement atteindre finalement la population générale. Donc en parler, c'est vraiment là, j'ai envie de dire, la meilleure des choses qu'on puisse faire. Et après, comme dit, ça interroge aussi certains enjeux de société, comme voilà, les injonctions à la performance, les injonctions au mieux, à être productif tout le temps, à être bon tout le temps. Non, en fait, c'est une alternance entre parfois on est en forme, parfois on est fatigué, parfois on est de bonne humeur, parfois on peut être de moins bonne humeur. Donc pour moi, c'est aussi toute une question plus large aussi de rapport à une espèce de norme qui est de plus en plus haute et de plus en plus qui met de plus en plus la pression. Et c'est vrai notamment chez les femmes qui devraient réussir sur tous les plans. Et même je vois par exemple pour les danseuses, devenir mère par exemple, et ensuite devoir reprendre la danse à ce niveau-là, c'est pas anodin du tout. Et voilà, on peut avoir des exemples du coup de danseuses qui ont repris très vite et très facilement, mais ça peut devenir très culpabilisant pour une autre qui va avoir besoin de plus de temps. Et c'est tout à fait normal d'avoir besoin de temps. Ouais, même ça doit être performatif d'avoir Ouais, un enfant. C'est pour ça que tu parles aussi de la maternité chez les femmes. C'est un sujet de plus où il faut bien faire les choses selon une certaine norme. Donc si en plus l'activité du trail, par exemple, devient aussi performative, c'est dommage parce que ça peut vraiment être une activité, au contraire, qui permet de s'épanouir. Et voilà, le plaisir, en tout cas, c'est toujours un bon indicateur de « Ok, je vais bien, ça se passe bien et j'ai un bon rapport avec mon activité ». Justement, tu fais toi aussi de l'ultralong. C'est quoi ton propre rapport au sport? Alors, par exemple, moi, je ne suis pas du tout sportive et j'ai commencé le sport à la fin de mes études, quand j'ai commencé à travailler en tant que psychologue. Psychologue, c'est pas facile tous les jours. Et j'ai eu besoin de faire une activité déjà pas intellectuelle. Donc, voilà, j'avais besoin de bouger. Mais c'est vrai que juste aller faire du sport en salle de sport, ça me plaisait pas trop. Et quand j'ai découvert ensuite d'abord le triathlon, je me suis dit, ah oui, là c'était presque je suis tombée amoureuse d'une discipline. Et là, ce que j'ai adoré, c'est apprendre. Donc apprendre déjà les 3 disciplines. Et ensuite, il y a toute la pratique. Ça aussi, ça peut être un facteur protecteur, d'être en club ou d'être dans un groupe plutôt que seul. Ça va effectivement protéger quand même de faire trop. Et les autres vont pouvoir aussi alerter et avoir un discours déculpabilisant. Donc moi, ensuite, oui, le triathlon, j'en suis vraiment tombée amoureuse et je me suis donné des objectifs élevés par rapport à là où je venais, puisque je partais de zéro, mais que je jugeais atteignables quand même.
Et puis, c'est très drôle parce que à l'occasion d'un podcast, justement, où on parlait de la pratique de l'ultra-distance à vélo, j'écoutais pendant le podcast cette discipline et l'année suivante, je m'y suis mise et j'ai arrêté le triathlon. Et j'ai découvert surtout une autre ambiance sur les courses. Ce que je remarquais aussi, parce que il m'est arrivé de faire quelques courses de trail, mais voilà, une ambiance beaucoup plus voilà, détendue et moins dans la perf justement que la course à pied. Voilà, des gens plus sympas, un rapport à la nature différent, un rapport justement à la performance un peu plus cool. Et justement, dans l'ultra-distance à vélo, ça demande beaucoup d'humilité parce qu'on prend le départ, mais on ne sait pas du tout si on va passer la ligne d'arrivée. Et il peut se passer tellement de choses. Voilà, comme c'est dans la nature, les conditions météo obligent aussi à une certaine humilité. Donc c'est pour ça que voilà, le trail, je trouve que ça peut vraiment être une pratique où on peut voilà, éviter de tomber dans l'addiction à l'activité physique. En tout cas, moi, mon propre rapport au sport, j'ai pris beaucoup de plaisir là ces dernières années à faire plusieurs courses d'ultra-distance à vélo. Mais c'est vrai que cette année, je me suis posé la question de comment j'avais envie de répartir mon temps et mon énergie. Parce que voilà, préparer un 300 km, un 500 km, ça nécessite forcément beaucoup d'heures d'entraînement et des choix. J'ai plutôt envie de parler de choix que de sacrifice. Ça devient un sacrifice, là, on est plus dans la contrainte. Mais ça nécessite voilà, de choisir à quoi on occupe ses week-ends. Et c'est aussi une question de priorité à certains moments de la vie. Donc là, en ce moment, voilà, ma dernière course était très difficile au mois de juin. Et depuis, je me suis moi-même dit, bon, là, on va plutôt essayer de retrouver plus de plaisir dans l'activité, pas de contraintes. Là, je suis plutôt dans une période où, voilà, pas du tout de contraintes par rapport à l'activité physique et plutôt du plaisir. Et puis, j'ai eu envie aussi de me tourner plus vers des choses, on parlait de danse, mais plus vers des choses artistiques. Et voilà. Donc ça, c'est aussi quand on est capable, quand je parlais de flexibilité mentale, de pouvoir un petit peu finalement changer ses plans. Oui, je pourrais prendre ma revanche sur la dernière course qui ne s'est pas passée comme prévu. Mais est-ce que finalement, j'ai vraiment envie de prendre ma revanche ? Voilà, si ça devenait une obligation et une injonction intérieure avec de la culpabilité, une pression, là, on pourrait se dire, la psychologue du sport, elle est à risque de bigorexie. Donc, j'essaye aussi d'être un cordonnier pas trop mal chaussé. La notion de plaisir, on l'entend, elle est centrale. Si on devait résumer ou peut-être insister sur les idées fortes de ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, moi, j'ai retenu cette histoire de privation de liberté. Hein, ça, c'est vraiment voilà, quand on se sent contraint, obligé, et qu'on sent une pression, en fait, et une injonction à faire son entraînement. Alors que, bon, tous les entraînements, effectivement, on n'y va pas en se disant « Oh, super, je vais m'entraîner ». Mais quand même, normalement, on va s'entraîner, on est content d'aller s'entraîner. Ça reste quelque chose à garder en tête. On est content d'y aller, ça apporte du plaisir. Et si ça n'est pas ça, en parler à quelqu'un et ne pas oui, commencer effectivement à se poser la question. Pourquoi pas écouter des podcasts. C'est pour ça que ça me semble hyper important qu'on soit là ensemble aujourd'hui et qu'on puisse aussi déstigmatiser cette question de la santé mentale et du sport, qui effectivement, on dit le sport, c'est bon pour la santé, le sport, c'est un antidépresseur naturel. Oui, mais ça peut aussi créer de la souffrance et pouvoir reconnaître les signes de souffrance. Merci Marion. Merci à toi. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses autour de cette addiction qui sont importantes. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Queen of the Mountains et on se retrouve dans 2 semaines.